Non, il n'y a pas de question. Moi, j'ai pas de question. Apparemment, non. Ok, ça roule. Bon, bah, du coup, on va faire, du coup, le TD2. Alors, faut que je le rouvre. Alors, polyTD. Donc, on va commencer. Le polyTD commence page 9. Donc, on nous dit. Si je partage mon écran, c'est mieux aussi. Alors, hop, partager. Voilà. Donc, on nous dit soit le circuit présenté à la figure 2.2. Alors, le circuit à la figure 2.2, c'est celui-là. Hein. Donc, on a 4 entrées et puis une sortie. Et on a un mux avec soit un XOR, soit une AND, et puis une bascule D, pardon. Et on nous dit, du coup, question 1, proposer une description VHDL à 2 process, un pour le mux et un pour la bascule D pour le circuit de la figure 2.2. Donc en fait, on va devoir faire un process pour ça et un process pour ça. Enfin, pour le mux et puis pour la bascule D. Alors allons-y. Comment est-ce qu'on va faire ça? Alors déjà, on va décrire l'entité. Enfin, même en amont, il faut qu'on déclare les librairies. Alors je vais quand même les mettre... bon, je vais les mettre pour le premier exo et puis après, on les mettra plus. Mais au moins pour le premier exo. Donc les librairies qu'on va inclure, du coup, c'est... Allez, voilà. Donc librairie I3E. Nous, on va utiliser dans I3E, du coup, on va utiliser là, juste en 64. Donc use I3E.std donc 1164. Et après, on va pouvoir du coup décrire notre entité qui est ici. Alors, cette entité, c'est quoi? Donc, on va l'appeler entité. Donc, on va l'appeler exo 3.2, 2.3, pardon. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que cette entité? Donc, c'est un port qui contient quoi? Donc, on a dit qu'on avait 4 entrées. Donc, ces 4 entrées, c'est juste des bits. Hein, donc, ça va être 4 entrées STD logic. Donc, on a A, B, CEL et CLK qui sont des in STD logic. On a une sortie. Puis cette sortie s'appelle out1. Donc, c'est une sortie. Et c'est pareil, un STD logic. Parenthèse. Hop, et puis donc fin de notre entité, donc c'est le 2.3. 2.3. Ok, donc là on a décrit du coup la boîte bleue, hein, l'extérieur de la boîte bleue. Maintenant il faut qu'on décrive du coup l'intérieur. Donc là on va écrire du coup architecture. Donc architecture. Donc c'est l'architecture de quel type? Donc nous c'est behavioral qu'on veut décrire. Donc de laquelle de X 2, 3 is. Alors qu'est-ce que c'est que cette entité? Alors en regardant un petit peu l'intérieur de cette boîte là, de quoi on va avoir besoin? Alors premièrement, on va avoir besoin d'un signal qui va nous permettre de lier le multiplexeur qui est ici, qui sera dans un process, à la bascule D qui est ici, qui sera dans un autre process. Ensuite, probablement qu'on va avoir besoin d'un signal pour donner un nom au signal qui est ici, et puis un nom au signal qui est là. Alors faisons ça. Donc on va dire signal. On va donner des noms à nos signaux, donc je vais les appeler S1, S2 et puis S3, ça fera bien l'affaire. Ils sont de type donc STD logic. Et puis on va pouvoir commencer à décrire du coup nos deux process. Alors juste avant de décrire du coup notre process qui est ici et le process qui est là, on va peut-être du coup déjà déclarer du coup les opérations qui sont ici. Hein. Et donc du coup on va faire, on va se dire par exemple S1, ça va être l'opération A XOR B. Et puis on va dire S2, c'est l'opération A AND B. Voilà. Et puis là maintenant on va pouvoir décrire du coup nos deux process, le process pour le mux et le process pour la bascule D. Alors je vais le mettre à droite là, comme ça sera plus lisible. Évidemment c'est à la suite, mais comme ça on verra mieux. Donc on va voir. Ouais.
En fait, enfin, j'arrive pas très bien à comprendre. En fait, c'est quoi un signal? Pourquoi là, un- Un signal, c'est un truc, enfin, c'est une variable qui sort pas de la boîte. Tu vois, là, tu as besoin de savoir quel va être le nom de ce fil qui est ici. Pour pouvoir dire, toi, tu vas sortir un certain fil, enfin, tu vas donner ton signal à un certain fil, et toi, tu vas récupérer ton signal à un autre fil. C'est juste pour lui donner un nom, en fait. C'est juste pour Ok, donner un nom à la connexion qui est ici, pour pouvoir l'utiliser. ok. Donc très souvent, quand on va devoir manipuler parce que là, finalement, ça va être des bits, ça va être un 0 Ouais, ou un 1. ouais, ouais. À l'intérieur de notre, De ton notre entité, là. boîte, quoi. Ce Ouais. sera toujours des signaux. Ça sera un signal, ouais, exactement. Ok, ok, Donc d'accord. là, en fait, tu Merci. vois, pour Q, par exemple, tu n'as pas besoin de le nommer puisque c'est directement la sortie. Ouais, Et la ouais. sortie, tu l'as déjà déclarée. Par contre, pour tous ceux qui sont intermédiaires à l'intérieur, ça peut être intéressant de les nommer. Alors, pas toujours, hein, des fois, tu n'as pas forcément besoin. Mais bon, là, en l'occurrence, on pense qu'on peut en avoir besoin. Ok, ok, d'accord. Bah, merci beaucoup. Bien, monsieur, Ouais. puisque le signal 3, il regroupe le signal 1 et le signal 2, est-ce qu'on doit déclarer forcément trois signaux ou... C'est-à-dire, Bah là, vu qu'il y a le troisième signal, c'est celui qui part, c'est c'est celui-là, ouais. voilà, c'est celui-là, et vu qu'il regroupe le signal 1 et le signal 2 et qu'on s'en sert à nulle part, est-ce qu'on a vraiment on a besoin de déclarer S1 et S2 aussi? Alors, comment d'autre tu voudrais le faire sinon? Ah, ok. Moi, je pensais qu'on avait juste besoin de S3, c'est pour ça. Ok. Ouais, mais S3, tu vois, là, tu as la sortie du multiplexeur qui est ici. Les fils qui sont ici, là, qui rentrent dans le multiplexeur qui sont là, ils sont pas directement Ah, ok. reliés à S3. Ouais. Ils sont reliés à S3 à travers un multiplexeur. Ouais ou pas, ouais. Tu vois, là, par Oui, exemple, c'est bon, j'ai compris. pour A, là, c'est le même nom partout. Donc là, tu n'as pas besoin de le renommer. Mais là, il y a un composant entre les deux. Ouais, j'ai compris, merci. Euh, ok, donc on va faire un premier process qui va nous permettre du coup de décrire ce multiplexeur qui est ici. Alors pourquoi est-ce qu'on le met dans un process? En fait, on pourrait très bien faire un multiplexeur en combinatoire, on sait faire, mais dans le sujet, on nous dit qu'on veut avoir deux process, okay, un pour le MUX et un pour la bascule D. Donc on va être obligé de mettre ce process, ce multiplexeur-là dans un process. Alors comment est-ce qu'on fait un MUX dans un process? Eh bien, déjà pour dire qu'on est dans un process, on va mettre le mot-clé process. Qu'est-ce qui va impacter l'état de ce process? Bah, a priori, il va y avoir l'entrée cell et c'est tout. Okay, dès que cell va changer, là, tac, ça va changer. Mais sinon, il n'y en a pas d'autre. Donc, OK, begin. Et qu'est-ce qu'on a comme option dans ce process? Alors, soit cell est égal à 0, soit cell est égal à 1. Donc, comme on est dans un process, le mot-clé c'est if. Et puis, du coup, on va dire cell est égal à 0. Alors, qu'est-ce qui se passe s'il est égal à 0? Bah, du coup, on va récupérer la valeur du XOR. La valeur du XOR, c'est S1. Donc, on va dire que du coup, notre signal de sortie, S3, ça va prendre la valeur de S1. Sur mes notations, ça sera mieux. Voilà. Et puis, si c'est égal à 1, donc du coup, else, et ben, on va donner à S3 la valeur de S2. If. Donc là, on a fait notre premier process qui est ici, là, et qui fait du coup le multiplexage des deux entrées ici. Okay, donc S3 va prendre S1 ou S3 va prendre S2 en fonction de l'entrée C. Maintenant, il nous faut déclarer une bascule D. Alors, comment est-ce qu'on déclare une bascule D? Donc, la bascule D, je vous rappelle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle recopie l'état de l'entrée au front montant de la cloque. C'est un front montant, en l'occurrence. Elle recopie ça en sortie. Okay, donc, la sortie sera égale à l'entrée au moment du front montant de la cloque. Ok, alors décrivons ça. Donc, on fait un nouveau process. On a dit qu'on veut faire deux process dans notre cas. Donc, ça va être un process qui va bouger en fonction de CLK. Begin. Et qu'est-ce qu'on va avoir comme condition? Bah, si on va avoir un front montant, donc si CLK event and CLK est égal à 1, n. Alors, deux options.
Deux options, pardon. Deux options pour écrire front montant, hein. Soit on écrit ça, donc ça veut dire front, et ça veut dire montant. Si on voulait dire un front descendant, ben, on dirait front et 0 ici. Et puis deuxième option, sinon, alors je vais le mettre en commentaire, on peut dire if rising edge LK. C'est une autre option, alors il y a un E ici, une parenthèse là. C'est une deuxième option pour écrire, on écrit exactement la même chose, hein. Soit on écrit ça, soit on écrit ça. Et puis si on met un 0 ici pour dire que du coup c'est le front descendant, ben on peut dire ici falling edge. Ok. Il n'y a pas de L, pardon. Ok. Parfait. Hop. Donc si front montant, qu'est-ce qui se passe? On a dit que s'il y a un front montant, la sortie, donc ici la sortie, c'est pas Q, pardon, la sortie, donc en l'occurrence la sortie ici c'est out 1, donc on va mettre out 1. Non, s'il te plaît, voilà. Out 1 va prendre la valeur de l'entrée D. Alors notre entrée D c'est quoi? C'est S3. S3 qui est ici. Ok, donc on va mettre S3. Point virgule. Est-ce que c'est les seules conditions qu'on a? Oui, donc end if. End process. Et puis c'est la fin de notre architecture, du coup, end behavioral. Voilà. Est-ce que ça va? Ouais. Et monsieur, là, par exemple, si on avait voulu faire un truc là avec notre carte qu'on a FPGA, et par exemple, on aurait voulu faire en sorte que A, B et cell, ce soit des boutons, est-ce que, enfin, il aurait pas fallu rajouter un process pour du coup les valeurs de A, B et cell, pour que du coup il refasse Non. tout ça à Là, chaque une fois fois que tu as déclaré ton entité, là, si tu fais ta synthèse, quand tu vas faire ta synthèse, lui, il va détecter que ta top level entité, elle s'appelle entité 2x3, EX23. Ok? Donc, tu vas faire ta synthèse, il va détecter, enfin, tu vas avoir déclaré que la top level entity, c'est X23. Quand tu vas faire ta synthèse, il va détecter que tu as 4 entrées et une sortie. Et après, tu vas faire ton pin assignment. Et donc, du coup, tu vas juste lui dire le A, c'est le bouton 0, le B, c'est le bouton 1, le cell, c'est le bouton 4, le CLK, c'est une entrée de clock spécifique, et ma sortie out, ça va être une LED, par exemple. Ok. Donc, on n'a pas besoin de lui mettre un process pour qu'il refasse tout ce qu'on vient d'écrire là à chaque fois que la valeur de A, B ou cell change. Non, là, l'entité, elle fonctionne comme telle. Quand tu vas faire ça, c'est des composants qui sont réels. Tous ces composants, ils existent. Là, tu es en train de juste lui dire, tu vas câbler sur S1, enfin, la sortie, le fil, tu vois, quand tu vas câbler du fil, tu vas dire, je vais mettre le fil rouge en sortie. Bon, bah, ça veut dire fil rouge. OK? Et puis là, je vais dire, A et B. Axe B, pardon. Donc, il va câbler axe B, et il va mettre la sortie avec un fil rouge. D'accord, ok. Voilà. Donc, je pourrais bouger mes boutons tant que je veux, ça changera en temps réel. Et ça va changer la sortie en temps réel. Super, merci. Ok. Alors, juste une seconde. Alors, ok, du coup, on va passer à l'exo qui s'appelle
s'appelle donc 2.4. Alors, où est-ce que c'est? Moi, juste une seconde. Donc, on passe à l'exo 2.4. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dedans? On nous dit 2.4. Donc, on souhaite concevoir un routeur 2 bits correspondant aux exigences fonctionnelles de résultat à la table de vérité suivante. Et on dit proposer une description VHDL de la description comportementale à l'affectation conditionnelle. Donc, on veut, du coup, décrire, encore une fois, donc, la table de vérité qui est décrite. Décrite ici. Donc, je vous l'ai recopié ici, là. Je vous l'ai remise ici pour qu'on l'ait sous les yeux et qu'on puisse la faire ensemble. Alors, qui me parle? Comment marcher notre clock en VHDL, par exemple, pour un compteur du TP2? Bah, sur la carte DE10 Lite, tu as des entrées qui sont spécifiques et qui sont des clocks. Donc, tu as un quartz qui est branché sur cette entrée en question. Et du coup, c'est comme si c'était un bouton, sauf que ce bouton, il bouge de 1 à 0 tout le temps. Et il bouge de 1 à 0 tout le temps. À quelle fréquence? Bah, ça dépend de l'entrée en question. Tu vas avoir des entrées qui sont, je crois que sur la carte, à 10 MHz ou 50 MHz. Tu auras juste à choisir l'un ou l'autre. Alors, allons-y du coup, décrivons cette entité. Alors, qu'est-ce qu'il y a en entrée? Alors, comme d'habitude, il faut mettre les librairies, mais bon, je les rappelle pas encore une fois. On va se mettre directement, notre entité. Donc, entité. Donc là, ça va être l'exo de 4. Is. Donc, port. Qu'est-ce qu'on a en entrée? Donc, on a une entrée X et une entrée contrôle. Donc, je vais mettre X et contrôle. Donc, ça, c'est des entrées de type std logic vector. Et bit 2, donc 1 down to 0. Puis on a une sortie qui s'appelle Y, donc Y, grand Y et grand X, pour être cohérent. Donc ça, c'est une sortie qui est donc de type std logic vector. Et pareil, il y a 2 bits, donc 1 down to 0. 16. Voilà, et puis du coup, end EX. Voilà, et maintenant, du coup, il faut qu'on décrive du coup cette architecture. Donc, on va écrire architecture. On est toujours sur du comportemental. Of X de 4. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce truc-là? On a juste un process qui prend en liste de sensibilité X et contrôle. Donc, c'est grand X et contrôle. Begin. Alors, quelles sont les options? Donc, si on va avoir contrôle. Alors, comme on est dans un process, c'est if, un mot-clé, pour faire un switch. Donc, contrôle est égal à quoi? 0, 0. Comme c'est inférieur à 1000. Qu'est-ce qui se passe si c'est égal à 0, 0? Dans ce cas-là, on va avoir Y qui va être égal à quoi? À X. Pourquoi? Parce que du coup, on va avoir X1 qui va être affecté à Y1 et X0 qui est affecté à Y0. Comme on est dans le cas d'un down to dans les deux, du coup, on peut faire une affectation directe. Donc, Y égale X. Ensuite, deuxième option, else-if. Donc là, else-if contrôle est égal à 0, 1. Alors là, vous voyez que je mets des parenthèses ici, j'en mets pas ici. En fait, ça n'a aucune forme d'importance. Comme on a un seul paramètre,
je peux ne pas en mettre si je veux. Par contre, en général, quand on va en mettre, par exemple, si on veut mettre end, je sais pas, x égale 0, par exemple, égale 0, 0, dans ce cas-là, on va mettre des parenthèses, okay, pour bien séparer le test sur lequel on fait du reste. Mais dans le cas où on n'a qu'un seul, on peut s'en passer. Ok, donc si on est dans le cas 0, 1, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On va mettre le x0 dans y1 et x1 dans y0. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? On va dire y va prendre la valeur, et il va prendre la valeur de quoi? De x0, concaténé, c'est l'opération et commerciale, concaténé à quoi? À x1. Donc là, il sait que y, le bit de poids fort, c'est y1, le bit de poids faible, c'est y0, et donc il va affecter au bit de poids fort y1 la valeur de x0, et bit de poids faible y0 la valeur de x1. On n'a plus qu'à finir la table de vérité, donc on nous dit quoi? Else if, donc contrôle, là c'est majuscule d'ailleurs, contrôle est égal à 1, 0. Alors, qu'est-ce qui se passe si c'est 1, 0? On prend x0 et x0. Donc du coup, on va dire y va prendre la valeur de x0 concaténé à x0. On a toute la ligne, évidemment. Voilà. Et puis, dernier cas. Alors du coup, là, comme on est dans le cas d'un switch, on va toujours finir par un else. Et on va lui dire quoi? Else. Donc else, c'est le dernier cas, hein, c'est 1, 1. Donc ça va être x1, x1. Donc du coup, on va dire y va prendre la valeur de x1 concaténé à x1. Est-ce qu'on a décrit tous les cas? Oui, donc end if. Notre process, oui, donc end process. Architecture, oui, donc end behavioral. Voilà. Là, monsieur, quand vous rajoutez et x0, c'est parce que peut y avoir le cas où il va, comme là, celui d'au-dessus, il prend x0, mais finalement, il donne la valeur de... Enfin, il inverse le truc. Ça veut dire concaténer. Okay, là, j'ai une seule case de x. Là, j'ai une seule case de x. Et y, c'est deux cases. Donc là, je lui dis, tu prends une case de l'un et une case de l'autre. Tu les rassembles et tu les stockes dans y. Ah, et du coup, dans le cas où il y a transmission de x0, par exemple, et ben là, enfin, ces deux bits, ce sera x0. Bah, du coup, dans le cas où on est ici, là, Ouais. y, les deux bits de y, donc y1 et y0, y1, y0, Ah seront oui, égales à x0 dans ce cas-là. ok. Ah oui, 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 du coup, on le voit là. Ok, ok, d'accord. Ouais, ça va? On peut passer à la suite. Ouais, je vais changer le verre qui est ici, là, pour mettre un verre ECE. Tac. Ça va pour cet exo-là, du coup? Moi, ça va. Ok. Et ben, allons-y, du coup, on continue. Et on continue, du coup, avec l'exo 2.5, question 3. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, cet exo?
Ok, qu'est-ce qu'il nous dit cet exo 2.5? Donc, comparateur 4 bits non signé, c'est ça? Ouais. Et on dit donc, on souhaite concevoir un comparateur 4 bits non signé comme présenté sur la figure 2.3. Et on dit du coup donner la table de vérité de ce comparateur. Donc, qu'est-ce qu'on a en entrée? Donc, on a A et B en entrée, qui ont chacun 2 bits. Et en sortie, on a le résultat supérieur, égal ou inférieur. Ok. Alors, du coup, on nous dit de faire une table de vérité, donc on va faire une table de vérité. Hop. Alors, pour remplir cette table de vérité, on va aller assez vite. Donc, on va dire 0, 1, 0, 1. Ok. 0, 0, 1, 1. On connaît cet ordre parce que c'est. Pourquoi C'est juste que moi, je le remplis comme ça parce que je sais que je vais traiter tous les cas si je le remplis comme ça. Mais après, sinon, tu peux le faire à la main. Là, tu vas avoir 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Tu le remplis comme tu as envie. Hein. Le seul truc, c'est qu'il faut remplir toutes les options possibles. Ouais, je sais que si j'ai une fréquence ici et que je la double ici, que je la quadruple et que je la multiplie par 8, j'aurai toutes les possibilités de ma table de vérité. Après, si tu veux les remplir autrement, tu fais ce que tu veux. Ok, donc là, j'ai décrit toutes les possibilités pour A et pour B. Et donc maintenant, je vais pouvoir dire est-ce que c'est supérieur, égal ou inférieur. Alors, est-ce que là, c'est égal? Ok, donc première ligne, 0 est égal à 0. Ok, je mets un 1. Donc là, c'est B qui est supérieur, alors que je me rappelle qu'est-ce qu'il avait fait, lui. Il avait dit si A est inférieur, A est inférieur, ok. Donc là, c'est B qui est supérieur, donc c'est supérieur. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est là. Ok, donc là, on est sur A inférieur à B. Ok, ensuite A inférieur à B, A inférieur à B. Ensuite, là, on a B qui est supérieur à A qui est supérieur à B, pardon. Ici, c'est égal. Et on peut faire tous les égales déjà. Alors ça, c'est égal. Ensuite, on a ça, c'est égal. Et après, on a ça, c'est égal. Donc là, ici, on est sur A inférieur à B, A inférieur à B, A supérieur à B, A supérieur à B. Là, on a A inférieur à B, A inférieur à B. Non, c'est l'inverse. A supérieur à B, A supérieur à B, A supérieur à B, et égal. Ok, j'ai pas fait d'erreur. Bon, Je crois que ça a l'air bon. Vous me direz si j'ai fait une erreur. Ok, donc on a décrit notre table de vérité, Q3, et après, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit proposer une description VHDL en description comportementale à affectation conditionnelle. Donc on est à nouveau dans le cas d'un process, hein, et on nous dit du coup d'écrire un process qui nous permet de faire ce comportement-là. Alors allons-y, décrivons notre process. Alors premièrement, il faut qu'on décrive notre entité. Alors on va décrire l'entité. Donc on a une entité qui s'appelle donc alors, je ne remarque pas en pareil, librairie, mais il faut les mettre quand même. Donc, entité, elle s'appelle comment? Donc, on va l'appeler x2, 5. Cette entité, qu'est-ce qu'elle a en entrée? Du coup, elle a A et B en entrée, qui sont chacun avec 2 bits. Donc, on va dire, alors, is, donc port. Donc, ce port, on a dit qu'on avait A et B, qui sont des entrées. Ces entrées, c'est des entrées comment? C'est des STD
logic vector. De quelle taille? On a dit on a 2 bits, donc 1 down to. Et après, qu'est-ce qu'on a en sortie? On a 3 bits en sortie. On a un sup, on a un égal et on a un INF. Et de quel type c'est? Ça, c'est des sorties et c'est des sorties std logic. Donc là, c'est un seul bit. Donc là, je ferme mon port. Et puis, du coup, c'est la fin de mon entité, donc qui s'appelle x25. Voilà. Et là, maintenant, du coup, on va pouvoir décrire notre architecture. Donc, on va dire architecture. Donc, nous, on est sur du comportemental. Donc, 2x25 is begin. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc, on a un process. Qu'est-ce qu'on a dans la liste des sensibilités? On va avoir A et B. Donc, on va mettre A et B. Begin. Et après, qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on va décrire? On va décrire déjà A est égal à B. Alors, si A est égal à B, N, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir sup qui va être égal à quoi? À 0. On va avoir, je le mets sur la même ligne pour que ça soit plus lisible, hein, mais ça revient au même si vous mettez sur plusieurs lignes. Égal, qui va être égal du coup cette fois-ci à 1. Et puis du coup on va avoir INF décidément, qui va être égal à 0. Ok, donc si A est égal à B, alors sup est égal à 0, égal est égal à 1, et INF est égal à 0. Ok, deuxième option, else if. Donc, A est inférieur à B. Alors, on va avoir supérieur qui est toujours égal à 0. On va avoir égal, qui cette fois-ci sera égal à 0. Et inférieur, qui sera égal à 1. Et puis enfin, on finit notre case ici avec un else. Et puis on va recopier ça, hein, plus vite. Hop. Inférieur et 0 pour inférieur. Ok. Est-ce qu'on a décrit tous les cas du if? Oui, donc end if. Est-ce qu'on a fini notre process? Oui, donc end process. Fini notre architecture? Oui, donc end. End PA. Voilà. Ok, donc vous voyez qu'on a fait une grosse table de vérité ici et on l'a réduit à 4 lignes de code en VHDL. Et monsieur, là, dans cet exercice-là, on fait un process pour A et B. Donc, c'est-à-dire que ce code-là, cette suite d'instructions, ce process, il va s'effectuer dès qu'il y a un changement sur A ou B. C'est bien ça? Exactement. Ouais. Ok. Et du coup, pourquoi est-ce que par exemple, là, l'exo tout à l'heure, on n'a pas mis un process pareil pour non, pas lui, mais celui d'avant, d'accord? Là, on pourrait mettre aussi un process sur... non? Là, tu pourrais, si tu veux, on aurait pu mettre effectivement S1 et S2, si tu veux. S1 et S2. Parce qu'effectivement, si S1 et S2 changent et que celle n'a pas changé, ça va pas être mis à jour. Donc oui, on aurait pu mettre S1 et S2 là. Ouais. D'accord, ok. Vous pouvez remontrer rapidement la table de vérité, monsieur, s'il vous plaît? Ouais. C'est bon, merci. Ok, ça marche. Alors, si on a fini, s'il n'y a pas de questions, du coup, on peut passer... si, avant de passer... parce que du coup, on a fini le TD, donc on a été assez vite, plus vite que d'habitude d'ailleurs.
On peut faire des exos supplémentaires, mais avant, si vous avez des questions, alors si y en a qui sont réveillés sur le TD1 ou si vous avez des questions sur le projet, on peut faire un petit interlude de 5 minutes. Et sinon, après, on passe sur les exos supplémentaires là du TD. Donc ça va? Ouais, je pense qu'on peut continuer sur des petits exos. Ça marche. Je crois que j'ai entendu une question dans le fond, Ouais, j'ai une juste quand t'as parlé. Est-ce que vous pouvez nous montrer signal? Il faut que tu parles plus fort parce que ton micro s'active pas et du coup je comprends rien. Enfin, peut-être parle plus proche de ton micro. Parce qu'en fait, tu dois avoir un noise gate sur ton micro et du coup ça hache parce que c'est trop faible. Non, j'étais mieux du coup. Ok, ça marche. Dites-moi, monsieur. Ouais. Petite question par rapport aux 3 clocks qui sont déjà dans la DO10 Lite. On est d'accord que les deux à 50, elles sont identiques? Ouais, il me semble. Je sais plus. Et celle à 10, c'est juste que c'est pas la même fréquence de base, mais en soi, elle est aussi effective. Enfin, elle est pareille que les deux, les autres. Ouais, il faut regarder dans la doc de la 2.10 Lite, tu dois avoir une description qui est associée à chacune des clocks. Ok, merci. Donc peut-être que tu as des différences, des petites différences entre les deux, je sais pas. Je me souviens plus comme ça. Très bien. Comment peut-on récupérer un signal d'une première entité dans une seconde entité et désolé pour le micro. Alors quand tu vas déclarer tes entités, alors là il faudrait que je te partage le cours. Alors attends, donne-moi une seconde, comme ça on aura un exemple de cours. Alors ça on l'a vu dans le cours, c'est dans le cours 2 je pense. Alors, description comportementale, description structurelle. Voilà. Alors, je vais pas te partager celle-là, je vais te partager celle-là. Alors, hop, et le cours, voilà. Donc, dans le cours, on te dit, tu vois, tu veux avoir, là, tu veux deux entités qui s'appellent add1, ok, donc une add1 ici et une add1 qui est là. Et ces deux add, elles sont reliées. Tu vois ici, tu as un signal qui va relier les deux. Donc ça, c'est typiquement dans le cas que tu es en train de décrire, c'est-à-dire je veux partager un signal entre deux entités différentes. Alors regarde comment on fait. Déjà pour déclarer qu'on a deux entités add dans mon entité ici qui s'appelle 2-bit adder, ce que je vais faire, c'est que dans mon architecture, je vais lui dire, écoute, tu as un composant qui s'appelle add1 et qui a telles entrées. Okay. Donc ça, quand tu lui dis, du coup, il est content, il va pouvoir utiliser, il va pouvoir placer ces deux composants. Et après, regarde, on lui dit, j'ai deux signaux, un qui s'appelle mass et un qui s'appelle retenue 1, qui sont de type SLOgic, pardon. Et quand on va faire notre port, regarde comment on fait. Donc on fait notre instantiation. Donc on va lui dire, tu as un composant 1 qui est de type add1 et dont les ports. Donc là, on fait une affectation implicite. Donc ça veut dire que A0, il va être branché sur in1, B0, il va être branché sur in2, la masse va être sur cin, et puis on va avoir sur la somme L0 et sur la retenue 1, enfin cout sur le signal retenue 1. Ok, donc il va mettre la sortie cout sur le signal retenue 1 qu'on voit ici. Et après, regarde ce qu'on va faire pour le composant 2 qui est ici le compo 2 de type add2. Et ben pour son entrée cin1 qui est la troisième, 1, 2 et 3, 1, 2 et 3, on va lui mettre retenue 1. Donc tu vois qu'en fait ces deux composant 1 et composant 2, ils partagent le même signal, celui-là en sortie et celui-là en entrée. Et du coup, je peux partager de l'information comme ça entre deux composants.
Parfait. Et ben si c'est tout, du coup, si c'est tout, on passe du coup aux exos supplémentaires et on va se faire du coup le 2.6. Alors qu'est-ce qu'on nous dit dans le 2.6? On nous dit on souhaite concevoir un timer 8 bits qui compte lorsque le signal up vaut 1 et qui décompte lorsqu'il vaut 0. Et on dit du coup proposer une description VHDL et le diagramme conceptuel. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le diagramme conceptuel. Et alors on va avoir un truc comme ça. Donc on va avoir une entité que j'ai déjà tracée. On va avoir en entrée un signal up. Monsieur, votre écran. Ah pardon, excuse-moi. Effectivement, partagé. Hop. Je l'ai perdu du coup. Il est où? Ah, il est là. Voilà, ce sera beaucoup mieux. Donc 2.6 ES1. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on veut donc une entité. Donc j'ai déjà tracé mon entité. Et j'ai un signal up qui, lorsqu'il vaut 1, qui dépend de s'il vaut 1 ou il vaut 0. Donc on va avoir un signal up. On va avoir a priori une clock qui va nous permettre d'incrémenter, parce que du coup il faut qu'on sache quand est-ce qu'on doit incrémenter notre registre là. On va se mettre un petit reset au cas où, et puis une sortie. Alors là je l'ai mis sur 8 bits, vous pouvez mettre sur autant de bits que vous voulez, en sortie. Et donc on nous dit du coup, concevez ce timer. Alors déjà on sait qu'on va devoir faire soit une addition, soit une soustraction. Ok. Et qu'est-ce qui va décider si on fait une addition ou une soustraction? C'est le signal up. Et de combien on va additionner? Ça va être soit plus 1, soit moins 1. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un petit switch, déjà pour commencer. Hop. On va se mettre un switch, ici, un multiplexeur en fait. On va se mettre un multiplexeur qui va prendre soit 0, soit moins 1, soit 1. Okay. Donc, en fonction du signal up. Donc là, je mets mon signal up, hop, et donc lui, il va choisir, donc il y a deux options pour le signal up, soit 0, soit 1. Hop, je vais me le mettre orienté. Ça va être comme ça et comme ça, voilà. Donc deux options, soit 0, soit 1. Quand on nous dit, lorsque donc ça incrémente quand le signal vaut 1, et ça décompte quand il vaut 0. Donc, du coup, on va avoir soit on décrémente. Donc, soit on va avoir, dans un cas, donc quand ça vaut 1, on a dit qu'on veut faire plus 1, et puis quand ça décrémente, on veut faire moins 1. Ok, donc moins 1. Et nous, qu'est-ce qu'on veut faire? Donc, on veut faire moins 1 ou plus 1, donc il va falloir qu'on fasse une opération d'addition. Donc, on va se mettre un petit module d'addition. Hop. Il était vraiment trop petit. Voilà. Donc, nous, on veut faire une addition. Et on veut faire une addition entre quoi et quoi? On veut faire une addition entre la sortie de ce truc-là, donc plus 1, moins 1. Ou notre signal de sortie. Ok, on va faire plus 1, moins 1 sur notre signal de sortie. Donc, je vais le récupérer, et puis je fais mon addition. Voilà. Hop. Et puis, on se met ça là. Donc, plus 1, moins 1 en fonction. OK. Et ensuite, on nous dit, donc, du coup, forcément, il va falloir une bascule D pour pouvoir savoir à quelle fréquence on veut faire cette addition. Donc, on va prendre notre résultat qui est ici. Et puis, on va se mettre une bascule D. Donc, hop, je mets une bascule D. Voilà. J'enlève le plus parce que c'est plus une addition. Et puis, je vais avoir donc une entrée D, puisque c'est une bascule D. Une sortie qui va s'appeler Q. Et puis, on va avoir notre entrée clock et notre entrée reset qui vont rentrer ici sur notre bascule D. Alors, pour bien montrer que c'est une clock, je vais mettre un petit triangle ici.
Hop. Tac. Voilà. Maintenant, je vais mettre un contour blanc. Voilà, pour bien le voir. Voilà. Ok, donc là, on a notre bascule D, là, avec notre Q et notre D. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va faire soit +1, soit -1 en fonction du signal up, et il va recopier en sortie le résultat au moment du front montant. Ok. Alors, peut-être qu'il va falloir qu'on mette des petits signaux, là, parce que du coup, quand on veut faire notre addition ici, alors, ça va pas là, hein. Ça va là, hop. Voilà, on fait l'addition entre ce signal-là, qui est ici, et +1 ou -1 en fonction de up. Et alors peut-être qu'on va avoir besoin d'un signal, parce que là, du coup, quand on veut faire une addition, on veut lire la valeur de out et l'additionner avec ce qui vient ici. Sauf qu'on ne peut pas lire une sortie, ça n'a pas de sens. Donc il va falloir qu'on mette un petit signal. Donc je vais l'appeler par exemple, je vais le prendre ici. Et puis je vais appeler ce signal-là qui est sur ce fil. Alors, je vais réduire un peu la taille. Hop. Et puis je vais l'appeler du coup registre out par exemple. Ok. Et il va nous falloir un autre truc, c'est qu'il va nous falloir, pour partager entre le résultat de l'opération et la bascule D, il va nous falloir un signal. Donc ici je vais l'appeler regin. Voilà. Donc le signal qui ici s'appelle regin. On a notre signal reg out et on fait bien l'opération en fonction de si c'est est égal à 0 ou égal à 1. Et après on nous dit du coup proposer une description VHDL de ce truc-là. Ok, bon allons-y. Faisons la description VHDL de ce truc-là. Alors, qu'est-ce que c'est que notre entité? Donc, elle s'appelle donc, je vais peut-être pas l'accès, donc je vais l'appeler timer 8, tiens, hop. Comme ça, comme il s'appelle is. Donc, on a dit, on a un port. Ce port, il contient quoi? Donc, on a 3 entrées et une sortie qui est sur 8 bits. Donc, les sorties, c'est comment? Up, clock et reset. Donc, up, clock et reset. Donc, ça, c'est des entrées qui sont des STD logic. Et ensuite, on a quoi? On a une sortie qui s'appelle out, qui est de type et qui est donc un STD logic vector. Et combien il y a de bits? On a dit 8 bits, donc 7 down to 0. Voilà, end timer 8 bits. Voilà, et maintenant, du coup, il va falloir qu'on décrive l'intérieur de cette boîte. Alors, qu'est-ce que contient cette boîte? Donc, architecture. 2 timer 8 bits. Alors, avant de commencer notre architecture ici, il faut qu'on déclare tous les signaux qui sont intégrés dans notre architecture. Donc là, on a reg in et reg out. Donc, on va le déclarer. Donc, signal. Donc, on a reg in, reg out, qui sont de type std logic. Donc, il y en a un qui est en std logic. Non, c'est 2 std vector. Donc, std logic, vector, 7 down to 0. On prend la même largeur que la sortie, ça ira très bien. Et après, donc, il va falloir qu'on décrive l'intérieur de notre architecture. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Ici, on commence par faire quoi? Par faire un petit mux et une addition. Donc, on fait une addition en fonction de up, de l'état de up. Donc, on va écrire ça. Donc, on va écrire que donc la sortie s'appelle comment? Reg in. Donc, reg in va prendre la valeur de reg quand up est égal à 1. C'est ça? Donc le plus, c'est quand c'est égal à 1. Ouais, c'est ça. Et ensuite, sinon, je vais mettre sur la même ligne, sinon, reg out, décidément, out prendra la valeur de, non, décidément, c'est reg in, prend la valeur de reg out moins 1. Il nous faut un point virgule ici. Non. Ah non, c'est bon. Ok. Parfait. Ok, donc on a bien décrit ce truc-là. Soit +1, soit -1, en fonction de l'état de up.
Parfait. Maintenant, il va falloir qu'on décrive du coup la deuxième partie, qui est la bascule D qui est ici. Comment est-ce qu'on va faire? Donc maintenant, on a déjà fait une bascule D, qu'on va pouvoir le faire assez rapidement. Donc on a juste à dire process. Quelle est la liste des sensibilités de ce process? On a juste la clock et la reset. Donc là, on va mettre clock. Et qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? Du coup, on va mettre un if pour notre reset. Donc RST est égal à 1. Alors, on va dire quoi? On va dire que le registre de sortie qui s'appelle reg out sera égal à 0. Alors, soit on écrit comme ça, entre guillemets, busy machin, soit on ne veut pas chercher, on marque other 0. Il dit tous les bits est égal à 0. Et après, sinon, donc else if, donc là, on veut si on a un front montant sur la clock. Donc, clock, even, and clock est égal à 1. Alors qu'est-ce qui se passe si on a un front montant? On va avoir la sortie Q. Alors là, en l'occurrence, la sortie Q ne s'appelle pas Q, elle s'appelle reg out. Donc on va avoir reg out qui sera égal à reg in. Hop. Ok. Est-ce qu'on a fini nos if? Oui, donc end if. Fini notre process? Oui, donc end process. Est-ce qu'on a fini notre architecture? Alors là, le problème, c'est que du coup, pour le moment, on n'a pas fait le lien entre reg out et la sortie. Alors on va faire le lien entre les deux. Donc on va dire la sortie, qui s'appelle out, va prendre la valeur de reg out. Voilà, on a fini oui, donc end behavioral. Et voilà. Alors si on veut, on peut séparer. Alors comme je n'entends pas très bien. Alors hop. Ouais. Et on peut peut-être indenter un petit coup ici. En gardant la même taille partout si possible. Et on peut, voilà, parfait. Et donc là, peut-être qu'on peut se mettre tout le combinatoire, on peut le mettre ensemble. Donc je vais prendre ça, puis je vais le mettre ici. Comme ça n'a pas d'importance il n'y a pas d'ordre d'exécution, donc je vais le mettre en haut. Voilà. Donc on a décrit tout le comportement de notre additionneur ici. Et là, monsieur, le reset, si par exemple là le reset c'était un bouton, on n'a pas fait de cas où quand on appuie sur reset, ça va venir tout. Là, si, regarde. Si reset est égal à 1, alors mon reg out est égal à 0. Comme reg out il va se recopier dans la sortie, et bien du coup on aura 0 en sortie. Et le else if, c'est du coup c'est le else du if du reset qui est égal à 1. Exactement. Ouais. Ok. D'accord. Là, tu vois qu'en fait, le reset, il est prioritaire sur le clock event. Ouais, si c'est égal à 1, c'est sûr qu'on va reset. Ok, d'accord. Quelle heure il est? Il nous reste 5 minutes. Si vous voulez, alors, sauf s'il y a d'autres questions, sinon on peut se faire le S3, qui est assez rapide. Je l'ai fait avec un autre groupe avant. La 2.7, par contre, elle est un peu longue, mais la 2.8, elle est faisable. Ou on en a vu assez, vous pouvez arrêter. Est-ce que vous pensez que c'est intéressant de voir C'est un nouveau, on n'a encore jamais tracé de chronogramme, donc on peut tracer des chronogrammes. Allons-y. Allez. Alors, qu'est-ce que fait ce truc-là? Donc, on nous dit, donc, soit le code suivant, donc je vais le recopier ici. Et on dit compléter le chronogramme suivant avec une clock et puis une entrée E qu'on nous donne. Et après on nous donne donc tracé QA, QB et puis out 1. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce code? Là, on nous dit qu'on a une clock, une entrée et puis une sortie qui sont tous en ST logic. On a deux signaux, QA et QB. On voit que la sortie out 1, c'est le résultat de QA XOR QB. Et puis après, on a un process qui est sur la clock et qui recopie dans QA la valeur de E, puis dans QB la valeur de A. OK, au front montant.
Donc on va regarder les fronts montants et on va recopier dans QA la valeur de E. Alors ici, front montant, et on a E égale à 0, donc QA égale à 0. Front montant, E égale à 0, QA égale à 0. Ici, front montant, E est égal à 1. Alors là, du coup, il va falloir qu'on se mette hop, sur la même ligne. Donc là, on recopie le E qui est égal à 1. Front montant, E est égal à 1, on reste à 1. Front montant, E est égal à 0, hop, on se recopie ici. Donc on va avoir ça pour QA. Ouais. S'il faut, je peux mettre des petits tirets là. Hop. On voit bien. Hop. Des tirets. Alors, si on peut peut-être prendre les espaces un peu moins. Voilà. Et on se met des tirets. Voilà. Donc là, front montant, on synchronise. Et après, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit QB va prendre la valeur de QA. Alors, là, il faut bien voir que la flèche ici, il faut bien voir ici, l'opérateur, c'est une flèche. Donc, la mise à jour de la valeur de QA et de QB se fera au moment du end-process. Donc, quand on est ici, là, et qu'on a un front montant, QA, il n'est pas encore égal à 1. Donc, QB, il ne peut pas se mettre encore à 1. Donc, pour le moment, ici, QB sera encore égal à 0. Par contre, arrivé ici, là, on a un front montant, et QA, il est bien égal à 1. Donc, du coup, on va synchroniser ici, QA est égal à 1. Ok, je vais mettre, hop, des petits tirets. Voilà. Ici, on a du coup QA qui est égal à 0, mais par contre, il n'est pas encore égal à 0. C'est le même principe que pour le front montant. Et donc, du coup, il va se resynchroniser, hop, ici. Et donc, on va avoir un petit décalage entre QA et QB. Voilà. Hop. Voilà. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit la sortie out, c'est QA XOR B. QA XOR QB. Donc il faut que ça soit A, soit B, mais pas A et B en même temps. Donc du coup, on va avoir quoi? On va avoir, hop, je recopie ça. On va avoir, ici, ça va être égal à 1, jusqu'ici. Hop. Ici, on a QA et QB, donc ça sera égal à 0. Et puis après, on a QB, donc on repassera à 1. Hop. Voilà. Et donc ça vient de là, quand on dit quand on avait appris l'an dernier qu'il y avait des retards dans c'était les registres à décalage. Quoi qu'il arrive, tu auras un petit le retard en question que tu as vu là, il est ici. Hein. En fait, pour faire l'opération, tu as un petit décalage entre le front et la sortie qui change. Tu as un petit décalage. Il est ici ce décalage. Hein. C'est pas celui-là. C'est juste celui-là entre le front qui est ici et le front de sortie. En fait, il y a un décalage matériel où je pense que le composant tu as les électrons qui se propagent, qui fait que du coup tu vas avoir un décalage entre le front et la sortie effective, le changement effectif de la sortie. Mais là c'est autre chose. Là c'est un décalage aussi, logiciel quoi, où nous. En fait, si tu veux, ici tu vas avoir, c'est comme si tu avais deux bascules D l'une après l'autre en fait. Ouais. Ok. Donc là, c'est une période complète de décalage, tu vois, lié au fait que la mise à jour des variables se fait au moment du end-process et pas avant. Ok. J'imagine il y a des moyens de lutter contre ça, non? Si on veut pas. Si tu veux que ça soit synchronisé, il aurait juste fallu dire QA 2 points égale E, et dans ce cas-là, la mise à jour de QA se fait au début du process. Ok. Et dans ce cas-là, du coup, QB peut recopier à la fin du process la valeur de QA puisqu'elle a déjà été mise à jour. D'accord, ok. Donc, tu as deux opérateurs, soit 2 points égales au début, soit flèche à la fin. D'accord, je sais pas ça. Ok. Mais là, monsieur, ça se fait instantanément, non? Il n'y a pas de. Où est-ce qu'il y a des retards? Non, ça se fait instantanément. C'est juste que conceptuellement,
tu vas avoir QA QA et QB seront mis à jour à la fin du process. Donc, quand tu vas faire QA prend E, il va bien recopier E. Par contre, quand tu vas faire QB prend QA, il sera pas encore mis à jour à ce moment-là. Ok, d'accord. Et donc il sera mis à la prochaine. À la prochaine, voilà. C'est pour ça que tu as un décalage de une clock, une période de clock Ok. pour QB. Et ça, ce décalage, ça correspond à la fréquence d'actualisation, c'est ça, du programme? Non, c'est juste, non, ça sert à rien. L'exécution elle se fait correctement là. C'est juste que ta variable QA, elle est mise à jour à la fin du process, ce qui fait que QB peut pas encore le recopier. D'accord, ok. Mais l'exécution, c'est pas une exécution parce que tu vois, c'est de l'électronique qu'on est en train de parler. Donc il n'y a pas de notion d'exécution ni de vitesse d'exécution. Tout se fait en même temps. Mais c'est juste que du coup, ta variable QA, elle n'est pas encore mise à jour à ce moment-là. Donc du coup, tu peux pas encore la mettre à jour dans QB. Mais QA et QB sont mis à jour au même moment. Enfin, tu vois, au moment du end process, ici, elles sont les deux en même temps, elles sont mises exactement au même moment, elles sont mises à jour. Mais QB n'a pas encore la valeur de QA. Ok. Ok, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, du coup, on s'arrête là. On se voit la semaine prochaine pour faire le TD3 et avancer bien sur le projet parce que là, il reste qu'une semaine en fait. La semaine prochaine, on fait un TD et la semaine d'après, c'est les soutenances. Donc là, on arrive vraiment à la toute fin de l'année. Hein. Ok. Est-ce que le projet, vous pensez qu'il est facile ou pas? Enfin, là, si on a suivi justement les TD, etc., qu'on a compris un peu le truc. Il y a des groupes qui ont déjà fini. Il y a un groupe que je sais qui a déjà fini et après, il y a des groupes qui sont pas loin de finir. Donc oui, c'est largement faisable. Ok, tac. Ok. Bah, top. Merci beaucoup. Ça marche. Bonne semaine. Monsieur, moi j'avais une question. Ouais. Est-ce qu'il y a des émulateurs de cartes ou pas? Bah, tu peux faire tes simulations, tu peux faire tes chronogrammes dans Quartus, ouais. Ok. Parce que du coup, ouais, vu qu'il n'y a qu'une seule carte, souvent c'est compliqué d'avancer à plusieurs en même Tu temps. peux faire tous tes tests en chronogramme dans Quartus, il n'y a aucun problème. On l'a vu, on l'a vu dans les TP comment faire des chronogrammes. Ok. Bah, merci beaucoup. De rien. Bonne semaine du coup. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir, bonne semaine.